Quand je suis rentré à François, quand il n'y avait pas de photographe, je sortais aussi. Et j'avais fait le soir, je travaillais le soir, quand il y a eu les grands événements sur l'Algérie et tout ça, qui tuaient les militaires dans Paris. Je me suis retrouvé avenue de la Grande Armée, quand les Nord-Africains sont descendus de Nanterre pour traverser le pont de Neuilly, là. Donc j'étais avenue de la Grande Armée, je descendais, et là j'ai été intercepté par la police qui m'ont cloué à un arbre avec leur Thompson. Alors c'était mon premier reportage, j'avais jamais vu ça, j'entendais que ça canardait, tout ça, je l'ai complètement perdu. Ils m'ont interdit de faire des photos, évidemment. Ah oui, puis en plus j'avais arrêté le car parce que il y avait un Nord-Africain blessé par balle. Et je voulais qu'ils lui portent secours. Ils sont arrivés, ils l'ont écrasé, ils sont passés dessus, ils ont fait marche arrière pour l'écraser une deuxième fois. Et c'est là qu'ils m'avaient collé contre l'arbre avant. Donc j'étais complètement malade. Et dès qu'ils m'ont laissé, je suis parti, je suis rentré au journal, j'ai rien fait, j'ai même pas fait une photo ce jour-là. Une deuxième fois, par contre, ils m'ont renvoyé sur les grands boulevards, ça bardait terrible. Ils tuaient les militaires qui rentraient en permission chez eux. Et à la gare de l'Est, ils avaient tué 5 ou 6 militaires, des jeunes de 20 ans. Et il y avait une manif sur les grands boulevards. Et là, ils se sont heurtés au CRS. Et j'ai réussi, j'avais remonté la rue Saint-Denis. Et là, je me suis caché derrière un kiosque à journaux. Et j'avais un CRS qui tirait à bout portant sur un arabe. J'avais la photo en gros plan. Et je me suis barré. Ils étaient tous après moi, ils me couraient après, mais j'étais jeune à l'époque. Et ils ne m'ont pas rattrapé. Et puis dans la rue Saint-Denis, il y a les demoiselles qui m'ont fait rentrer dans leur hôtel, ils m'ont caché. Et puis après, quand ils n'étaient plus là, j'ai pu rentrer au journal. Et ça a fait la une, c'était ma première grande photo à François. Allô? Ouais. Ah oui, d'accord. Elle a oublié. Hein. Ouais, ben d'accord, je lui dis. Alors je suis né à Paris, dans le 6e arrondissement, mais j'ai passé toute mon enfance à Champigny. Et j'allais à l'école à Champigny, au centre, pendant la guerre. Et je suis venu à la photo grâce à mon père et à ma mère, surtout mon père, parce qu'ils travaillaient, tous les deux, ils travaillaient chez Kodak. Et il faisait de la politique, lui, et il était copain avec un ou deux photographes de match. Et il a trouvé que c'était un métier formidable, d'être reporter photographe. Et à 13 ans et demi, je suis rentré chez Paul Cadet, à Levallois-Perret, comme apprenti, pendant 3 ans. J'ai travaillé au labo, on tirait des photos industrielles et tout. Et à la suite de ça, j'ai réussi à rentrer dans une agence américaine. Je suis rentré en 56. J'avais 20 ans. Et à la suite de ça, j'ai travaillé aussi pour Pierre Poujade, qui était le petit commerçant de Saint-Cérin, où là j'ai travaillé pour son journal Fraternité française, qui était le journal des petits commerçants. Il défendait les petits commerçants. Et c'est là que j'ai eu ma première carte de presse. Et c'était dans les années 58, ça. Et 58, je travaillais 1 an, là, c'était des plus belles années, là.
Et ensuite, je suis remonté sur Paris, je suis rentré chez Agip, qui était une grosse agence noir et blanc, évidemment, à l'époque. Et il travaillait pour tous les journaux. Et j'étais au laboratoire, on faisait des courriers, je tirais 1200 photos par jour. Et de là, tous les jours, je passais dans les journaux parce que l'agence Agip était rue du Sentier. On était à côté de la rue Raumur. Rue Raumur, il y avait Le Parisien, il y avait François, il y avait les grands journaux. Comme ça, j'ai connu le chef de la photo au labo. Et là, un jour, il m'a dit « Ah, t'as une gueule qui me plaît ». Il m'a fait faire un essai, puis on est revenu. Il a dit « Ouais, ça va très bien ». Donc, je suis rentré au laboratoire de François en 1960. Toute une équipe de jeunes. Il y avait Hermann, qui est devenu grand photographe aussi. Et ben, le labo, on arrivait à tous, normalement, avant, on sortait tous du labo. Et là, je suis resté 4 mois au labo et je suis passé photographe. Ouais, celle-là, c'est la même, mais c'est pas celle dont je te parlais. Attends, là, fais voir aussi la bande que... Oui, ça, c'était le gars de la Côte d'Azur, là. Comment il s'appelait Munch. Munch, voilà, Gérard Munch. Pensu, et ça, c'était qui? Laborie. Laborie, mais oui. Vignal. Où Vignal? Là Non, c'est... Lapier. Lapier, pardon. C'est le premier Lascar que j'ai vu quand je suis arrivé à François, parce que j'étais grouillot au labo, et lui, c'était un personnage absolument... Il hurlait, il sautait sur les tables, il jetait des éponges mouillées, il faisait des blagues épouvantables en hurlant. Les filles passaient en rasant les murs de peur de... C'était l'espèce d'ogre de bout en train du service photo. Il nous a bien fait marrer, c'était un des plus rigolos, un des plus déconneurs du service photo. Il y avait le rédacteur en chef qui était à côté. Alors petit, tu te dépêches. Et on flambait les photos, les tirages photos, pour les envoyer, même pas à la retouche, au marbre directement, quand c'était urgent. Et on tirait le 6.6 sur des passe-vues en plastique spécialement faits pour pouvoir tirer mouillé. C'était des choses qui n'ont jamais été faites dans aucun laboratoire photographique, parce que c'était l'urgence qui était il fallait que la photo soit là pour l'édition. Santé. Salut. Salut. À Bernard Charlet. J'ai eu la surprise car François, il travaillait encore sur plaque en verre au sport. En 1960, on avait des Gaumont. Ça s'appelait le Gaumont. C'était un genre de speed, mais bien plus... C'était un appareil de l'armée française pendant la guerre de 40. Et donc, cet appareil, on travaillait sur plaque. Il y avait un soufflet, il fallait le tirer et tout. Et puis, il y en avait 6 plaques. Mais souvent, on partait faire un match de foot où on restait 10 minutes ou un quart d'heure. On faisait que les 10 premières minutes parce que c'était pour le journal du dimanche. Il n'y avait qu'une édition, ça suffisait 2 photos. Et un jour, il n'y avait pas de photographe. Ils m'envoient, j'étais au labo, et ils me disent « Tu vas aller faire le match, tu restes 10 minutes, il y a un moteur avec toi, il prend tes plaques et les ramène. » Alors on a... Les châssis, là, quand on passait les plaques de haut en bas, des fois, ça se bloquait. Alors, on avait peur que ça se bloque tout le temps. Et il m'avait dit, tu pars qu'avec 2 plaques. Hein, tu feras 2 photos, c'est tout. Alors, il fallait écouter. Donc, je vais au match. Alors, évidemment, à l'époque, on avait un 80, c'était à peu près 70-80. Mais il fallait que les joueurs viennent presque dans la surface, parce qu'on ne pouvait pas aller les chercher loin, il fallait qu'ils soient à 10, 12 mètres, 15 mètres. Quoi. Et évidemment, s'ils ne venaient pas, 5 minutes de match, alors tu étais inquiet si l'appareil allait marcher, c'est tout, tu penses à tout ça. Surtout que c'était mon premier match. Et j'arrive, je fais des photos, et puis bon, j'arrive à faire 2 photos. Et on revient, je reviens, et j'étais revenu avec le motard, et il développe les plaques, il amène les 2 plaques, il y avait une grande
plaques de plastique où on posait les plaques, il y avait l'eau qui coulait pour pas que ça fonde. Et il pose les plaques, il y avait un rond et puis des petits microbes comme ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le chef qui attendait pour l'édition, s'était pressé à la minute, il dit qu'est-ce que c'est ça et tout. Alors il y avait le tireur qui était là. Je dis au tireur, tu crois que tu peux rien sortir de ça? Alors le chef, il dit, c'est pas le moment de faire de l'esprit. Hein. Alors j'avais oublié de tirer le soufflet. Tu vois. Alors il y avait le rond. Ah, c'est une anecdote. Après, j'ai pu oublier de tirer le soufflet, mais je n'ai pas été souvent au football parce que j'étais au labo. Tu vois. Mon père faisait de la politique et tout, connaissait bien les gorilles à De Gaulle, donc ça m'a aidé. Le premier voyage à l'étranger de François, ça a été la Grèce, et le chef de service m'a envoyé en Grèce avec De Gaulle. C'était mon premier grand reportage, et là j'ai fait une super photo, parce que comme je suis grand, je fais 1,92 m, et lui était grand aussi, on était en face de l'acropole sur une colline qui dominait l'acropole pour bien la voir. Et De Gaulle n'est jamais seul, il est toujours entouré de gens tout le temps autour de lui, que ce soit les gorilles ou les gens qui l'accompagnent. Et moi, à un moment, en me redressant, je voyais que si je pouvais couper et me lever, je me suis levé sur la pointe de pied et j'ai pu couper tout le monde. Donc je l'ai tout seul devant l'acropole, tu vois. Et alors, j'ai transmis, on fait 8 colonnes à la une, et là, ça a été la photo du voyage. De Gaulle était très content de cette photo, il en a commandé 300, je crois, pour distribuer à ses amis et tout ça. À Leningrad, De Gaulle se rend à la cathédrale et on était interdit d'église. La presse, on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et là, je connaissais le chef de la police, et je vais le voir et tout, avec l'interprète et tout, et je lui explique que je suis un grand pratiquant, que jamais je loupe une messe et tout, et que je peux pas le louper. En plus, le général qui va là, et je serai là à la messe, quoi. Ça sera formidable pour moi. Donc ils m'ont donné l'autorisation. Et j'avais caché un léca dans ma veste, sous l'épaule. Et je rentre dans l'église, et dans l'église, il n'y avait que des petites vieilles. Elles sont toutes petites en plus, alors je les dominais, tu vois. Et il y avait quelques hommes, il y avait beaucoup d'hommes en chemise blanche. Ils étaient tous les 10-15 mètres, c'était tous des policiers en civil, en chemise blanche. Ils étaient 2 par 2. Alors, j'ai dit, comment je vais faire et tout ça. De Gaulle n'était pas encore arrivé. Je fais le tour
pour voir de l'autre côté comment c'était. Et là, je tombe sur Georges Ménager de Match. Il avait fait la même chose, tu vois. Il était débrouillé à rentrer aussi. Alors je lui dis, on serait mieux à deux, tu crois pas? Et il me dit, oui, t'as raison, on reste ensemble. De Gaulle arrive avec son fils, Mme de Gaulle et tout ça. Ils étaient à 12 mètres de nous, tu vois. Alors on était au milieu des petites vieilles, et puis la messe commence, il y avait tous les popes, ils étaient beaucoup, ils étaient au moins une trentaine. Ils pleuraient tous, tu vois, les popes, en larmes, donc c'était super émouvant. Donc on commence, on sort les cas discrètement, et on fait chacun une photo. Dès qu'on fait les photos, les petites vieilles elles lèvent la tête, à voir qu'on les apparaît. En russe, ça s'appelle les policiers. Il y en a deux qui arrivent derrière moi, je les chope par la chemise, je les regarde méchamment comme ça. Putain, les mecs, ils se disaient, il va me cogner. Comme je les dominais, tu vois. Je les tenais et puis je pouvais plus faire de photos. Je n'étais pas sûr de rien. J'avais dit à Georges, vas-y, prends mon appareil, tu m'en refais une ou deux. Puis je les lâche et puis on remet les appareils sous l'épaule, cachés. Et là, ils nous emmènent à la sortie, au chef de la police. Et alors, on a juré qu'on n'avait pas fait de photos. Alors, des chrétiens qui jurent et tout, tu vois. Ils nous ont laissé partir. Et le lendemain, dans France Soir, à la une, il y avait 8 colonnes de Gaulle à la messe. Hein. Donc, ils sont arrivés, ils nous ont piqué tous nos papiers, interdits de voyage, tu vois. On était punis, il fallait repartir à Paris. Donc, les Américains, on était au moins 400 journalistes, dont les Américains, ils étaient plus d'une centaine. Ils ont décidé de faire la grève. Les anglo-saxons, les anglais et tout, disent grève du voyage, on arrête. Alors, tout de suite, les Russes, ils nous ont rendu les papiers et tout, ça s'est arrangé. Et puis le lendemain, ils viennent nous chercher, ils nous alpaguent tous les deux. Alors on commence à se bagarrer. Alors les interprètes, calmez-vous, calmez-vous, on vous emmène faire une photo que les autres ne feront pas. Ah bon, ça a été une photo exclusive. Et puis j'étais en voyage avec le général de Gaulle, on était en Roumanie avec Ceausescu, et j'ai fait de Gaulle, et après c'est drôle parce que je suis retourné pour sa chute, où ils l'ont fusillé et tout ça. J'étais là pour les événements quand la Roumanie est devenue libre. Ah oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Salut Jean-Pierre. Ça va? Bien. Bonjour. Bonjour madame. Carole Gascard, Émilie Fromentez. Enchanté. Enchanté. Je suis enchantée de vous rencontrer. Oui. Vous voulez vous asseoir peut-être? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Non. Bon. Alors c'est tout ça. C'est tout ce qui est derrière moi, vous voyez. Pas ça, pas ça. Mais c'est tout ce qui est derrière moi et jusqu'au bout. Mais je pense que vous n'êtes pas impressionné en définitive. Bah si, parce que c'était pas ensemble. Voilà. Donc c'est quand même impressionnant quand on voit jusqu'au bout là. Ah oui, il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Ça c'est la partie la plus récente. Et ce qu'on a récupéré dans les années 80, c'est là, en fait, derrière moi. Ah, il y en a. Hein. Au total, il y a 2200 cartons de déménagement. C'était son voyage en Espagne. Quand il avait... Il a d'abord été en Irlande, après il a été en Espagne. S'il avait vécu 15 ans, je faisais tous ces voyages derrière lui. De Gaulle, Franco, ce sera dans De Gaulle. Oui, oui. Parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse, celui qui reçoit. Pourquoi je voudrais bien la photo de Gaulle avec Franco? Parce qu'il y a une histoire là-dessus. Alors déjà, c'est son voyage après qu'il n'était plus président. Il avait été un mois en Irlande et après il a été un mois en Espagne, 2 années de suite. Et en Espagne, on a fait la plus grande courette derrière un homme d'État. On était 3 voitures derrière, Paris Match, France Soir et Sigma. Donc quand il était dans un endroit, on se débrouillait pour planquer avec des gros télés pour essayer de l'avoir.
Par contre, au Portugal, il était sorti et il nous a laissé travailler dans un port de pêche. Et puis on l'a eu à Saint-Jean-de-Compostelle, enfin en Andalousie et tout ça. Il s'arrêtait à Madrid pour aller saluer le général Franco. Et alors là, avec les 2 autres photographes, on va demander l'autorisation de pouvoir faire les photos. Dans la voiture, j'ai mis ma cravate et les autres n'avaient pas de cravate. Et là, ils nous donnent l'autorisation, mais comme ils n'avaient pas de cravate, ils ne sont pas rentrés. Il y a juste moi qui avait une cravate qui est rentré et qui a fait la photo de Gaulle avec Franco. Alors à l'époque, comme on était copains et tout, j'ai coupé des négatifs, je leur ai donné 2 négatifs à chacun. C'est l'époque où il fallait les cravates. J'allais au football surtout, avec la cravate. Je faisais le sport, j'avais la cravate. J'allais sur les manifs et tout, j'avais la cravate. Et après, je suis devenu aussi le paparazzi de Colombet. Je passais des semaines à Colombet pour le traquer et tout ça. La voir quand il se balade, la voir dans le jardin et tout ça. On planquait des semaines entières. Une fois, Paul Cometti m'a dit « Bernard, on va te laisser dans le petit square qui est en face du cimetière et tu pourras faire le général qui vient sur la tombe de sa fille avec sa femme, ça te fera une bonne photo. » Alors je dis « Ouais, formidable et tout. » Donc je me suis caché derrière un arbre et ils ne me voyaient pas. Tous les deux qui se recueillent, qui ont l'air très très tristes, sur la tombe avec leur petit-fils. Donc Lazareff était content de cette photo, mais a dit c'est pas possible, on va trop loin, on peut pas passer cette photo-là. On la sortira quand le général mourra. Ça, c'est l'adieu à Paris, à Notre-Dame. Puis derrière, à Colombey, la foule à Colombey. Ben, mon boulot, c'était d'être toujours en face, dans le petit square, en face de sa tombe, pour faire tous les gens qui venaient. Et le jour de l'enterrement, on était face à la tombe. Et je suis resté... on est arrivé le jour de sa mort et on a gardé la place pour être bien placé le jour de l'enterrement. Et je suis resté 1 mois dans le square à Colombey pour faire tous les gens importants, jusqu'à temps que Madame de Gaulle vienne. Mais c'était pas long, non. On avait l'habitude de planquer. Non, non, puis on aimait ça. C'était l'époque où il y avait de l'argent, où on pouvait rester comme ça. Maintenant, les journaux n'auraient pas les moyens de payer des gens à attendre pendant 1 mois. François, c'était la télévision de l'époque, quoi. Ils avaient des gros moyens. On tirait beaucoup, on tirait 1 million. Bon, libérez nos camarades. Nos camarades. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grande? J'avais dit ça à Bouvard un jour, on ne s'est plus causé pendant 6 mois. Tu te souviens?
pas clair. Mais non, il a pas de problème. Laval, ça va dit, moi. T'as ton chauffeur. Je sais pas pourquoi il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi. Bravo, Gerlet. Tu vois, j'ai l'œil bionique. Hein. Non, c'est Dominique qu'il faut lui faire. Ah, c'est pas l'éditeur, oui. Non, mais parce que Avec qui, les brunes. C'est assez marrant, il y a quand même plein de photos qu'on n'a jamais vues. Hein. C'est toute l'idée. Mais ouais, mais c'est une très bonne idée parce qu'on a toujours un peu revu les mêmes choses. Là, pour une fois, ça, Il y en a un là, je sais pas. Merci. De Gaulle un peu loin. Hein, ça... Micheline. Le matin, il y avait un photographe qui commençait à 6 h du matin. Il allait au quartier latin pour faire les dégâts, les dégâts de la nuit. Et nous, tous les fins d'après-midi, enfin vers 19 h, on partait au quartier latin. On était 3 photographes. Moi, j'y allais tous les jours. Et quand le lendemain matin, je rentrais à la maison, je me déshabillais dans le couloir parce que je rentrais pas avec mes vêtements qui sentaient les gaz lacrymogènes et je laissais tout dans le couloir. Et moi, j'ai toujours eu peur pendant mai 68. J'avais peur que ça tire. J'avais dit à un moment, ça va tirer, alors je n'étais pas rassuré. Tu sais, c'est difficile maintenant à les retrouver parce qu'on en a fait tellement qu'on ne se rappelle pas tellement. Les seules que je suis sûr que c'est moi, c'est celles où il y a les CRS qui ont les boucliers sur la tête, ils font la tortue là. Et puis toute cette série-là, qui a été faite vers le palais de la Mutualité, là, je sais que c'est à moi, c'est sûr. Les gars qui rechargent les caisses de grenades, tout ça c'est à moi. Et puis bon, il y a la grande photo boulevard Saint-Germain. Il y a quelques photos que je reconnais, quoi, mais très peu. On en avait fait tellement que... Et après, évidemment, après j'ai fait des grands reportages où j'étais à la guerre du Kippour en Israël. On ne pensait pas à la mort, on pensait qu'à faire des photos. Alors donc, on n'avait jamais peur. Hein. On pouvait être bombardé. On sait que dès que ça arrête, on va se sauver. Dès qu'on a fait ces quelques photos, on sait qu'on n'est pas comme le soldat bloqué sur place. On sait qu'on pourra partir, donc ça rassure. Guerre israélo-égyptienne, c'est pas ça, hein? Si, c'est en même temps. Guerre israélo-arabe, 7-2-7-7. 7-2-7-7. 7-2-7-2. B. Kippour, photo Charlet.
Photo Charlet. Ouais. Non mais c'est dingue. Guerre israélo-arabe, octobre 73, guerre du Kippour, photo publiée, contact. C'est incroyable. Ah, ça te fait quoi d'en voir ça? Bon, je ne me rappelle plus surtout. Tu dis ça. Et puis ces canons-là, là, j'avais fait ces canons-là. J'étais flou tout le temps, même au 2 millième, le sol tremblait tellement que les photos n'étaient pas nettes. Ils tiraient sur Damas qui était à 60 km. Tu te rends compte, les canons? Et les Israéliens, ils ont peur, ils ont les casques et tout, ils ont la tête dans le sable. Et j'ai ramené les obus qui tombent sur la tranchée. J'avais fait un montage, alors les Israéliens étaient fous. Alors je disais que j'étais un peintre. Que les peintres, ils font ce qu'ils veulent. Celle-là, elle est C'est extraordinaire. sympa. Et mes meilleures photos, parce que j'avais coupé, comme on passe à la censure, s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas passer, je le découpais et je mettais les clichés dans mon portefeuille. Et je faisais ça à l'agence israélienne. Donc ils m'ont dénoncé au service, aux armées, ils m'ont dénoncé. Et la veille que je reparte à Paris, ils m'ont fait mon portefeuille pendant que je dormais. Et ils m'ont fauché les négatifs que j'avais. Et j'avais des photos extraordinaires. C'est trop facile, le portefeuille. En fait. Il aurait fallu les mettre Et ailleurs. puis pas le faire devant les gars. Oui, peut-être pas le faire devant les gars. Mais enfin bon, c'est comme ça. Après, je pouvais un peu choisir ce que je faisais, tu vois. Donc je me suis spécialisé dans le ski et le vélo. J'avais été très malin parce que c'était les deux sports qui duraient très longtemps. Le vélo, ça durait toute la saison, tu vois. Et le ski, pareil, et ça a été l'époque de Kili, où on passait, là j'étais avec un gars qui faisait la téléphoto pour transmettre, et puis le laboratoire, il développait avec moi, ou il développait seul, et puis il transmettait directement au journal. Ça me permettait de rester sur les pistes et lui de transmettre. Et on montait les labos dans les salles de bain. Et dans les salles de bain, on mettait le révélateur, l'hypo, on développait les films et tout, et l'agrandisseur sur l'évier, et puis on tirait les photos qu'on transmettait depuis notre chambre. Et donc on partait 3 mois à la montagne, on faisait toute l'Europe, on suivait l'équipe de France masculine et féminine. Parce que les filles, c'était le lundi, mardi, mercredi, jeudi peut-être, et puis les garçons, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et on a été dans toutes les plus grandes stations européennes, en Suisse, en Autriche, en Norvège, dans tous les pays, l'Italie, et puis j'ai fait les Jeux olympiques d'hiver et tout.
L'été, c'était le vélo, qui commençait en mars avec tous les critériums. Et puis surtout Paris-Nice. Ça a duré 8 jours quand même, et tout ça en moto. Donc j'ai fait 20 ans Paris-Roubaix, 20 ans toutes les grandes courses. Le Paris-Roubaix belge, c'était le Tour des Flandres, on faisait toutes les classiques. Milan-San Remo en Italie et tout, et puis les championnats du monde et tout, cyclistes. C'est grâce à Jean Truchon, qui était un grand motard, il connaissait bien le Tour, il en avait déjà fait une quinzaine avant, avec la rédaction, et il m'avait dit, si tu viens, tu verras, t'arrêteras plus. Ça te plaira tellement que t'arrêteras plus, c'est formidable, faut que tu viennes et tout, c'est pour toi. Et donc il m'a conseillé beaucoup, puis il vivait la course, il voyait tout ce qui se passait, donc quand il y avait quelque chose qui était bon, il m'emmenait tout de suite dessus. Nous, on était souvent derrière le peloton, tout ça, ça nécessite beaucoup d'attention et tout. Et puis être vraiment présent tout le temps. C'est difficile, c'est d'être toujours là. Je faisais tous les drames de la course, et c'est ça qui plaisait à François. On faisait tous les gens qui avaient des problèmes à l'arrière du peloton, ou les chutes, tout ça, voilà. Et enfin, il n'y avait pas que les chutes, heureusement, il y avait les victoires, la joie et tout. Mais je m'étais arrangé parce que les concurrents, c'était le Parisien, l'équipe. Et moi, ce que j'avais fait, il y avait un photographe belge et hollandais, on s'était mis en poule. Comme on n'était pas concurrents, il y en a un, il travaillait pour la Hollande et l'autre pour la Belgique, moi pour la France. Donc on s'échangeait les photos, on avait fait un pool entre nous trois. Ça fait qu'on avait toujours tout. J'avais 3 boîtiers. Et le Tour de France, je faisais avec 4 boîtiers, comme ça j'étais sûr de tomber. Puis il y avait Canon qui venait nous réparer pendant le Tour. Donc je faisais le Tour de France sans problème.
On avait su qu'on le rencontrait. Tu peux leur faire voir? Ça, c'est quoi ta bagnole là? C'est Bouvet, Albert Bouvet qui flèche le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. L'enfer. Attends, je peux leur faire voir au courant? Ouais, ça. Il y a une photo où je tire un courant sur la route, c'est moi, on voit mes appareils photo. Ah ouais? Ils descendent de là. Vous vous rappelez Liège-Bastogne quand il est. Ouais, il a gagné. Il cirait ses chaussures au départ. Ah ouais. Oh la classe. L'Alpe d'Huez. Albert Bouvet, le père de Philippe Bouvet, journaliste de l'équipe, D'accord. qui fléchait Paris-Roubaix, reconnaissance. Oh là là. Putain, ça c'est une photo rare. Il ne devait pas se poser beaucoup de questions. Ah, c'était un vrai témoin. Hein. Ça, c'est aux As. Alors, j'avais eu de la chance parce que tu te rends compte comment tu t'étais arrangé. Tu as dû souffrir là. Hein. Ouais, un peu. Celle-là, elle est impressionnante parce que quand on regarde le dernier, celui-là, il est en haut. Je pense que quand il va... Et là, tu te mettais comme ça parce que tu voyais qu'on arrivait en moto. Moi, j'ai pas vu. C'est ton dernier qui est tombé. C'est ça, c'est mon dernier, oui. C'est lui qui est tombé. Disons que les entraîneurs sont chargés de le faire tomber. Ah merde. Comme il avait gagné l'année d'avant, je dis moi, comme il a gagné, je vais le prendre. Parce qu'il n'est pas dans cette mafia, quoi. Et puis finalement, ils ont réglé son compte. Oh. Mais bon, partie de la Ça, course. c'est la fameuse photo. Avec Greg, ouais. J'étais le seul à l'avoir parce que tous les gars étaient aux 50 pour avoir la montagne, tu vois. Ben oui. Et j'étais le seul à l'avoir. tout près, Et il y a tout près. Bernard là-haut. Ouais. Faire trépide. Hein, t'étais détaché en plus. Oh là oui. Hein, J'ai le gagné deux- avec 9 minutes 40 d'avance, je crois. 9 minutes 40. Encore. Ah oui, j'ai toujours les doigts gelés, moi. Ah bon, t'as toujours... Ah non, non, ils sont jamais revenus. Hein. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais Et- finalement, j'aurais mieux fait d'enlever les gants. Hein, Ah bon. parce que c'est quand ils sont Trempés. pleins d'eau et ça gèle. C'est plus froid que c'est sa sortie. Hein. Ah, mais c'est des conditions bien particulières. Hein. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Ne serait-ce que pour la sécurité des coureurs. Mais Comme ça, les jeunes, je pourrais leur montrer, dire, oh les gars, vous êtes en train de vous plaindre, regardez un peu dans quelles conditions on a fait ça, nous. ouais. C'était la grande époque. Hein. Ouais.
Ah, Ocana, c'est autre chose. C'était le patron. Hein. Lui, il ne s'occupait pas de... Bah, Ocana, j'allais le voir presque tous les jours dans son hôtel, dans sa chambre et tout. Hein. Il avait des énormes malles qui étaient remplis de médicaments et il fouillait là-dedans. Il sortait ce qu'il avait besoin. Et un jour, je lui dis, mais Ocana, t'es d'abord pharmacien avant d'être coureur cycliste. Il me dit, c'est ça, Bernard. D'abord, il faut être pharmacien et après, coureur cycliste. Après, il y a la chute de Cana dans le col de Mantes. Il pouvait rattraper Merckx, mais il a voulu le rattraper très très vite. Il a loupé le virage. Celle-là, elle était vraiment, on dirait une photo du Vietnam. C'est incroyable. Et la grandeur des gouttes, là. Regarde les gouttes d'eau, c'est fou. C'était le déluge. Bah, 8 colonnes à la une. 8 colonnes. Ouais, ouais. Quand c'était des très bonnes photos, il les tirait sur toute la page. Ouais. Comment j'ai connu Bernard, comment j'ai connu le vrai Bernard. C'est-à-dire c'était sur mon premier Tour de France, c'était en 1972, donc lui il en avait déjà quelques-uns derrière lui. Moi c'était le premier tour, j'étais très inquiet, très peureux parce que c'était pour moi un événement extraordinaire. Et je vois Bernard qui à l'époque était sur la moto avec Jean Truchon. Jean Truchon qui devait peser 125 kg, Bernard qui était pas loin du quintal. Et je lui dis, mais avec cette moto, vous réussissez à monter l'école? Et il me dit, ouais, on y arrive, mais on est quand même le seul équipage du Tour de France à prendre les déviations poids lourds. À partir de ça, je me suis dit, bon, sur le Tour, on va se marrer, je crois. Et en effet, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments beaucoup moins sympas, mais l'avantage de Bernard, c'est que, pour moi, le résumé en 3 mots, c'est difficile, mais c'est le professionnalisme, toujours présent, le talent et l'humour. Et ça, c'est quelque chose de très rare chez nous, parfois. Et avec Bernard, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc c'est vrai que pour un jeune journaliste, être mis dans de bonnes conditions, c'est énorme. Et grâce à, passez-moi l'expression, mais aux conneries qu'il racontait des fois le soir à table, on oubliait la fatigue du jour et un peu tout ça, quoi, voilà. Dans une course cycliste, il y a 200 coureurs. Il se passe plein de choses. Et je reprends cette anecdote aussi qui montre comment dirais-je, le feeling du motard, le feeling du photographe. C'était lors du Tour 1977. Il y avait Van Impe qui était devant et derrière il y avait Thévenet, Zoutmelk et Kuiper, je crois. Et donc ils étaient là parce que Thévenet était maillot jaune et tout. Et à un moment, Bernard dit à Truchon, viens, on va voir ce qui se passe avec Van Impe devant, qui était devant et qui faisait la course en tête. Et ils partent, ils quittent donc les 3 coureurs. Ils arrivent sur Van Impe au moment où une voiture double Van Impe et le fait tomber. Et il y avait 40 photographes sur le Tour de France. Et il y en a un qui a eu la photo. C'est Bernard. Voilà. Donc le feeling entre Bernard et Jean Truchon, entre le motard et le photographe, c'est la chance aussi, bien sûr. Mais bon, voilà. Bernard lui dit on y va, ils y vont. Au moment où ils arrivent, ils tombent.
Guimard, un jour, il tombe comme ça, il tombait dans les sprints, c'est arrivé, puis quand on arrivait, il était déjà debout, tu vois. Alors un coup, il était allongé par terre, je suis arrivé, je lui ai dit, tu bouges pas, hein, tant que j'ai pas fini de faire des photos. Et après, je lui ai dit, surtout, alors, tu ne bouges pas. Quelques jours après, il retombe encore, j'arrive, et là, il me fait... Il a attendu que j'arrive pour faire les photos. Et dans le même ordre d'idée, c'était sur Paris-Nice, une arrivée à Antibes, et quelques kilomètres avant l'arrivée, il y avait une plaque d'huile dans un virage, un long truc, et Bernard et son motard glissent, tombent, donc avec la moto, glissent et tout. Bernard se relève et tout de suite prend sa caméra, son appareil de photo, et il attend les coureurs. Et il y a Truchon, il dit, mais viens m'aider à monter. Il dit, attends. Puis il va, boum, 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 il y a 3, 4, 5 cyclistes qui glissent, qui tombent, donc il prend les photos et tout. À ce moment-là, il range son appareil, il dit, maintenant je peux t'aider. C'était ça, Bernard Rossi. C'était le boulot d'abord, et après on voit. Mais c'était ça, c'était très drôle. Nous, on voyait des choses, mais lui, on voyait plus. Puisqu'il était quand même, c'est beaucoup plus facile d'être en moto. Moi, j'ai fait les 8 premiers tours sur la moto, j'en voyais beaucoup plus qu'après quand je suis parti en voiture. Donc c'est vrai que des fois, il nous disait, tiens, j'ai eu cette photo, on dit oui, on va faire quelque chose parce que la photo est belle. Alors je ne dis pas qu'on faisait des fois un grand papier dessus, mais on la mettait en valeur et on faisait quelque chose quand la photo d'un événement que nous n'avions pas vu, et que lui avait vu, et qu'il nous disait, voilà. Et quand Bernard nous disait, j'ai une bonne photo, on attendait de la voir parce qu'on savait qu'elle allait être belle, donc on voulait savoir ce qu'on allait faire. J'avais déjà vu, moi. Oui, c'est ça, voilà. Je jamais avant. Non, c'est sûr, absolument, c'est vrai. Santé, alors. Santé, Bernard. Autour de Autour. On a été au départ de Paris-Nice, un château. Ah oui? Ah bah oui, c'est juste à côté. Alors il y avait Josette. Josette était là encore. Oui, elle était là. J'ai fait 30 fois Le Mans. Il faisait des essais pendant 3 jours, le mardi, mercredi, jeudi, tout. Puis même le vendredi, puisque ça partait. Et donc on restait la semaine. Et on faisait une édition spéciale sur Le Mans. On faisait plusieurs pages et tout. Et c'était vraiment un grand sujet. J'étais seul et je connaissais Le Mans comme ma poche. J'avais un motard. On était sur la radio de la CO, on savait quand il y avait un accident. Donc on y allait. Et je connaissais tous les chemins et tout. Je disais que je connaissais les terriers des lapins. Je connaissais toutes les combines, tu vois. Au Mans, j'ai eu des histoires pas mal, mais celle qui m'a marqué le plus, ça a été... C'était en même temps que Hinault gagnait le Tour de France, Pironi avait gagné Le Mans. Et après la victoire, on faisait toujours sur le podium les gagnants. Et après, j'allais chez Moët et Chandon des Champagnes, dans le village, où là, on retrouvait tranquillement les coureurs qui avaient gagné. Je tombe sur un rédacteur de radio, d'Europe 1, copain, qui me dit « Bernard, il y a Pironi, il est en train de mourir, il est à la CO, il va pas bien du tout. » Je monte là-haut, le bureau de la direction, et là, je vois par terre allongé Pironi,
et un gars ou deux en blouse blanche qui étaient penchés sur lui, tu vois. Boum, je fais 2 photos, tu vois. Et ils me sautent dessus, là, ils veulent m'arracher mon appareil. Et ils me disent, voyou, un voyou, ce photographe et tout. Je dis, je suis pas un voyou, je travaille à France Soir, je suis pas un voyou. Prenez-lui sa pellicule. Je lui disais, pas me prendre ma pellicule, il y a l'arrivée, il y a tout ce que j'ai fait dessus. J'en ai besoin pour le journal. Et alors, et puis, je vois que ça vous a fait pas plaisir que j'ai fait la photo. Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle passera pas. C'est une photo qui passera pas. Alors bon, ils m'ont laissé partir. Et le lendemain, il y avait 6 ou 7 colonnes à la une. Et puis après, à l'arrivée du Tour de France, Hinault avait gagné le Tour. Et Pironi était là parce qu'il avait gagné les 24 heures du Mans. Ils étaient tous les deux chez Renault. Donc j'arrive au pub Renault des Champs-Élysées et je tombe sur Pironi. Il me dit, c'est vous, Charlet? Ou c'est toi, Charlet? Je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, c'est une photo qui m'a porté préjudice. Je lui dis, ça, c'est pas de ma faute si t'as pas de santé. Hein. Et je lui dis, et tu apprendras qu'un journaliste n'a pas de parole. Et puis, je te retrouverai. Ben, je dis, je suis à ta disposition quand tu veux, tu peux me retrouver. Et ça s'est terminé comme ça. Dans les années 60, j'avais fait le Grand Prix de Rouen, où Schlesser s'était tué, le père Schlesser, courait chez Honda, et Honda avait fait une voiture en magnésium. Et au départ, la voiture était remplie d'essence, ils font lancer le départ, et tout de suite, il va cogner, il sort de la piste et il va cogner le muret, et la voiture explose et napalise tout le remblai, et heureusement, la foule était juste au-dessus, et les gens, le coup de napalm est venu à ras de leurs pieds. Donc, je cours et tout ça, j'arrive, il était sur la piste et il brûlait. Et les types, ils tapaient dessus, ils étaient 3, avec des balais en paille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité et tout ça. Ils avaient des balais en paille et ils tapaient dessus pour éteindre le feu. C'est incroyable. Les 2 plus grands services photos, c'était Paris Match et France Soir. Il y avait le plus de photographes à France Soir qu'à Match. Bah déjà, on couvrait les 24 heures. Alors, tu vois, ça fait... Dans la journée, il y avait 7-8 photographes. Et il fallait un le matin qui arrivait très tôt, qui partait à 13h. Il y avait ceux qui arrivaient à 13h. Il y en a ceux qui faisaient la nuit, qui venaient à 18h jusqu'à 1h du matin. Et puis il y en avait un qui restait d'1h du matin à 6h. Ça fait qu'il y avait toujours des photographes dans le service, nuit et jour. Bah dès qu'il y avait des informations, un incendie, un crime, on partait à ce moment-là. Le docteur là, qui avait envoyé sa femme et ses gosses, parce que ça brûlait au Tanon, là, ça brûlait de partout. Et il a envoyé sa femme avec ses enfants et le chien dans la Dauphine pour évacuer. Total, ils ont été coincés par les flammes et ils ont brûlé dans la voiture et tout. Et après, il restait le chien qui était cramé il était dans les arbres, cramé au pied des arbustes. Et j'ai fait cette photo, elle est passée des quantités de fois, cette photo du chien brûlé sur le Tanon. Là. Et puis après, j'ai enchaîné tous les grands enterrements pour France Soir, alors, tout ce qu'il y avait comme vedette de cinéma ou de catastrophe ou tout ça, malheureusement, toutes les grandes catastrophes et tout ça.
Mais donc dans les enterrements, il se passait toujours des choses incroyables. Comme à Salens, c'était la noce tragique, là. Salens, c'était un petit pays de la Normandie, là. Et le maire avait loué la salle des fêtes pour un mariage. Et au moment, après le dîner du soir, ils ont tous dansé dans la pièce et le parquet a cassé. Le parquet s'est effondré et toute la noce est tombée dans un puits. Sous le sol, il y avait une ancienne mine avec un puits et toute la noce, 25 personnes au moins sont tombées dans le puits. Et il y avait eu la mariée et tout qui était morte dans le puits. Et ça fait que ça a été tragique. Donc on était là pour l'enterrement et tout ça. Et ils ont accusé le maire, la presse a accusé le maire d'avoir loué une salle où il y avait un puits dessous et tout ça. Donc 8 jours après, le maire se suicide et on retourne à Salens avec la voiture labo pour transmettre et tout ça. Et le fils, qui est un grand gaillard et tout, il voulait tuer un journaliste, il disait « je vais en tuer un » et tout. On n'osait même plus passer devant la ferme, tu vois, parce qu'il était avec son fusil et tout. Et le jour de l'enterrement, on était dans un petit cimetière à Salens, l'enterrement du maire, et je vois le cercueil arriver dans le petit cimetière qui jouxait l'église. Et au-dessus du cercueil, je vois le fils qui faisait 1,95 m aussi, très grand. Et je le vois avec des yeux, des mitrailleuses lourdes. Je dis, quand il va arriver, ça va être terrible. Alors je fais des photos, comme j'étais grand, j'arrivais à voir sa mère et tout, à voir le cercueil, bien avant qu'il arrive à notre hauteur, parce qu'on était en bordure de l'allée du cimetière. Et à côté de moi, il y avait un tout petit, il voyait rien, lui. Il a fallu qu'il attende le dernier moment pour voir la famille, le cercueil et le début de la famille. Là, le fils est arrivé, lui a donné un coup. Il a pris le Nikon entre les deux yeux, puis le Nikon, il y avait un cône qui est rentré dans le front. Là, il avait un trou énorme, il est tombé. Et donc, l'enterrement est rentré. Et nous, on a sorti le photographe qu'à chaque battement de cœur, il avait le sang qui sortait de sa plaie. Heureusement, il y avait un docteur qui l'a recousu sur le pas de la porte du cimetière. Et alors, il a repris connaissance, et là, il ouvre les yeux, il me voit, il me dit « c'est mon premier enterrement ». J'ai dit « tu vois, c'est drôlement dangereux, il faut faire très très attention ». Et à la sortie, il était sur le mur du cimetière à 30 mètres avec un gros télé, et on ne l'a jamais revu, le gars. Il a bien donné le métier. Il n'a pas dû être très bon. Quand Édith Piaf est morte au Père-Lachaise, la foule nous poussait, j'ai manqué de tomber dans le tombeau, enfin c'était incroyable. Pour Édith Piaf, il y avait 1 million de personnes. Et à l'enterrement de Maurice Chevalier, à Marne-la-Coquette, là on était interdit de cimetière. On était interdit de cimetière et on était tous dans les arbres, la télévision, les caméramans, tout ça, les photographes. On était je ne sais pas combien par branche au-dessus du caveau. Et quand ils ont amené Maurice Chevalier, qu'ils ont commencé à le descendre, là on entend crac, une branche qui craque, et merde, les gars qui descendaient avec la branche. Donc les 50 qui étaient dans les arbres, on a éclaté de rire et tout. Tout l'enterrement nous regardait, se demandait qu'est-ce que c'était ça. Voilà, des anecdotes. Alors Messrine, on a su au journal, on écoutait nuit et jour, on écoutait la police, on savait les ondes qu'ils avaient. Et à cette époque-là, c'est comme ça, on les écoutait, qu'on a su qu'il était mort, puisqu'on a entendu les hurrahs de tout, la joie de tous les commissariats de police, parce qu'il était mort. Donc on a foncé en moto à la porte Saint-Ouen et on est arrivé à temps. Et là, le commissaire Bossard, il a dit « Vous avez vu, on vous a attendu, hein, que vous arriviez. Hein. » Et alors, on a fait les photos et tout. Tout ça, ça s'est bien passé, mais c'est parce qu'on les connaissait bien et tout, et puis qu'ils voulaient qu'on en parle et qu'on le voit et tout. On l'avait vraiment dans la voiture, on le voyait avec son revolver posé sur la banquette et tout.
Et cette photo, je ne sais pas si on l'a. Moi, je ne sais pas où elle est, cette photo. Si je pourrais l'avoir par la police maintenant. Oui, parce que normalement, il était dans le dossier. Tiens, voilà, c'est une photo. Tu l'as trouvée? Ah, voilà la photo. C'est celle-là? Ouais. Et on voit le pistolet au pied, c'est ça? Oui, normalement? Sur le siège. Il est sur le siège. Vous voulez que je vérifie si on a le négatif? 397 006, Mesrine. 1. 2. Oh, faut juste... Ah oui, il y en a 3. plein. Oh là Ouais. là. 4. 5. Il y en a 6, je crois. Voilà, il y en a 6. Je mets ça comme ça je saurai où j'en suis. C'est 18, c'est ça? Ouais, c'est celle-là. Je les ai, Bernard, c'est bon. Ah bah formidable. Bah, qu'est-ce qui disait qu'on les avait fauchés? De toute façon, ils doivent être cochés. Celui qui est tiré, il est coché. Ouais, ça, c'est pas celui qui est tiré. C'est celui-là. Ah ouais. Parce qu'il y a une coche dans la marge. Il y avait des photographes qui faisaient la gauche et moi je faisais la droite. Et Chirac, c'est au journal, ils ont décidé, j'avais fait la campagne de Chaban, puis d'un seul coup ils ont décidé que je ferais Chirac. Alors au début, je voulais pas faire Chirac parce que j'avais fait Chaban. Et il m'a obligé, il dit c'est un ordre, il faut le faire. Alors j'ai fait Chirac et je suis devenu copain avec lui. Et après il était à la mairie de Paris et tout ça, j'ai toujours suivi. Jusqu'à son élection. Et après, j'ai été 2-3 fois à l'Élysée. J'allais surtout à la Garden Party, là où je faisais des photos, le 14 juillet. Il m'avait spécialisé dans les artistes où il y avait des problèmes. Et j'étais copain, du coup, avec Delon. C'est moi qui faisais Delon parce qu'il me supportait et tout, il aimait bien. Je le faisais quand il fallait faire des unes. À l'époque, on avait François Magazine, donc est venu le François TV. Depardieu, c'est pareil, il voulait des gars qui avaient une grosse personnalité, tu vois. Comme j'étais un photographe qui adorait les manifs, je loupais pas une manif, les gros faits divers. J'étais pour tout ce qui bouge. Dès qu'il y avait un truc... ça bougeait, c'était moi, j'adorais la bagarre, alors j'étais servi. Donc je m'étais spécialisé là-dedans. Il n'y avait pas une manif où j'y étais pas. Même où il se passait rien. Ouais. Et je connaissais tous les flics et tout ça, tu vois, à force. Et même quand il se passait rien, j'emmenais des gros pétards. Et quand on passait devant l'hôtel de ville, il y avait Chirac, je sortais les bombes, je balançais une bombe, boum. Alors il venait, Bernard, arrête tes conneries. Ben, je dis, il se passe rien, faut mettre un peu d'ambiance. Alors il se marrait, mais il dit, arrête, monte en bagnole avec nous. Alors je monte en bagnole avec eux. Il me tenait comme ça, tu vois, pour que je reste tranquille. Mais j'ai vu prendre la tête de manif, hein. Arrivé place de la Concorde, j'étais en tête, je gueulais tous à l'Élysée, à l'Élysée. Et toute la manif reportait à l'Élysée, on allait vers l'Élysée. Et là, la bagarre commençait. Grâce à moi, je les avais aidés un peu à se diriger du bon côté. Ouais. Non, on rigolait bien quand même.